16 mai. Donc, j'emprunte un titre, le titre d'un article qui parle, enfin plutôt le titre d'un travail qui parle, intitulé ainsi « Écriture de la survie au milieu carcéral ». Alors, je le paraphrase un peu en disant écriture, ou plutôt parole, parole écrite ou parole comme ça, de survie au milieu hostile, au milieu carcéral ou au milieu hostile. C'est quoi la carcéralité? Ce serait le fait d'être privé de mouvement, privé de la capacité d'agir sur soi, se sentir limité, se sentir enfermé. Il y a plusieurs types d'enfermement. Bien entendu, je n'ai pas de geôlier en face de moi. Je ne subis pas de traitement physique direct, traitement, comment dire, de l'ordre, je sais pas, la punition, le châtiment, l'isolement, quoique, donc finalement, si je rapporte la condition d'un prisonnier politique ou de droit commun, comme on dit, donc si je rapporte cette situation à la mienne, c'est presque pareil. Donc je suis à l'isolement la plupart du temps, ou presque tout le temps. Je suis privé du contact avec mes semblables, et donc il y a longtemps, très longtemps, qu'aucune main d'humain ne m'a touché, et qu'aucune personne ne m'a déclaré son attachement. Donc, ces paroles ou écritures, puisque évidemment la parole est aussi une écriture qui se, comment dire, qui n'a pas, qui s'émancipe, je trouve pas d'autre terme, qui s'émancipe du signe. On n'a pas besoin de signer, mais on peut écrire. Donc l'écriture, la parole comme une écriture, c'est-à-dire la fixation d'un certain nombre de propos, c'est-à-dire leur inscription dans le réel, leur donner une existence, une corporeité ou une corporalité. C'est effectif. Une fois que ça a été dit, ça devient effectif. C'est une réalité. Que ça soit oralisé ou écrit, de toutes les façons, c'est une réalité. Toujours soumise à des contraintes et à des choses, mais ça n'empêche pas de... Voilà donc écriture de la survie. De la survie au milieu hostile, au milieu... voilà la différence. C'est-à-dire que l'écriture verbale devient la seule voie qui reste pour se maintenir hors de l'eau, pour échapper à la noyade totale. Bien sûr, je suis dans une situation où je pourrais basculer. Je tente de maintenir ma tête hors de l'eau. Tant que je peux respirer, tant que je peux
brasser de l'air, donc je peux espérer être secouru à un moment donné. Mais j'attends un secours qui ne vient pas depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas comment ça se fait que je résiste encore dans ce milieu hostile. La mer, physiquement, est un milieu hostile. À un moment donné, vous vous fatiguez, il y a le soleil, il y a le sel, il y a peut-être le froid, ça, tout. Vous ne pouvez pas nager, vous maintenir à la surface éternellement. À un moment, vous allez vous laisser couler. Donc, comment résister? Comment continuer? Pourquoi continuer d'ailleurs? Le pourquoi même finalement de cette action de survie. Pourquoi il y a encore ce désir de continuer? Est-ce pour témoigner? Est-ce parce que on n'a pas totalement désespéré? Donc, écriture de survie, paroles de survie en milieu hostile, totalement hostile. Un milieu indifférent. Mais on peut considérer que l'indifférence est une forme d'hostilité. Quelqu'un qui ignore tout de votre existence, vous pouvez vous manifester, vous pouvez faire quelque chose. Alors, on peut comparer entre les deux. Finalement, être réduit à l'état de survivant, c'est-à-dire un survivant qui n'intéresse personne. Aucune organisation de défense des libertés ne va s'intéresser à mon cas. Je suis privé de liberté, de ma liberté d'aller et venir, de ma liberté de changer de condition. Et donc, la différence, c'est que cela se passe à la fin de la vie. Et quand, dans cette affaire-là, on n'a pas un ennemi déclaré. On a en face toute une société, on a en face toute une organisation, on a en face tout un ordre socio-politico, etc. Et on a en face à soi toute l'humanité. Donc c'est vague. L'ennemi, il n'est pas identifiable. Tandis que dans le cas d'un emprisonnement pour des questions politiques, là, l'ennemi, on a, comment dire, des raisons de résister, des raisons de tenir, parce que c'est une sorte de défi, c'est une sorte de combat de volonté entre soi et l'oppresseur, qui est évidemment identifié et perpétuellement, comment dire, tenu pour responsable de vos malheurs. Vous avez quelqu'un que vous pouvez honnir, que vous pouvez maudire, que vous pouvez détester. Alors, détester toute l'humanité, c'est au-delà de mes capacités. Je peux m'installer dans une phobie de l'humain. Oui, il y a donc la chose, alors comme quelqu'un qui a dit, on constate qu'une parole, il faut la laisser mûrir un peu, et en la laissant un peu gonfler,
on s'aperçoit qu'elle n'est pas totalement opérante, qu'elle ne permet qu'une explication. Et c'est ça l'intérêt de certaines propositions, c'est qu'elles permettent une explication. À un moment donné, elles ont tendance à vouloir vous satisfaire. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas... Vous savez pertinemment qu'il y a un manque quelque part. Donc le hasard qui se fait destin, le hasard, bien entendu, ça joue, mais le hasard lui-même est presque d'une certaine façon prédéterminé. Le hasard, on peut le manipuler. On sait que on peut prévoir, anticiper un certain nombre de développements inhérents à une situation donnée. Et puis, en fonction, on va agir, on va faire attention à un élément beaucoup plus déterminant qu'un autre, beaucoup plus impactant. Donc, on va faire en sorte que, bien entendu, imaginons dans le cas d'un couple qui se promène avec un chaperon, le chaperon va estimer que il est là pour surveiller, il est là pour contrôler la relation, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc, il peut dire que ce geste-là n'a pas beaucoup de conséquences, tandis qu'un autre geste, un autre type de rapprochement, là, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Là, on dépasse les limites. Donc, on est là pour contrôler, il faut jouer au chaperon, il faut jouer au contrôleur. On est là pour contrôler les évolutions du hasard lui-même, de la chose en mouvement. Donc le hasard qui se fait destin, oui et non. La formule est belle, la formule presque pourrait se suffire à elle-même, mais hélas, comme toutes les formules, elle est incomplète ou elle est trompeuse. Donc on est là, quand on emprunte ça à quelqu'un qui en a fait indirectement une sorte de devise, ben on se rend compte que la conclusion, c'est pas exactement les conclusions de sa vie, elles sont pas si enseignantes que cela, elles sont pas si apprenantes que cela. Donc on peut ça comment dire, ça apaise ou ça délivre une sorte de dose de calmant à un moment donné, puis après, une fois l'effet de la dose terminé, voilà, on revient sur Terre. Et donc là, on se rend compte qu'on est en face d'un certain nombre de déterminismes, et c'est là le problème, c'est le déterminisme. Alors comment peut-on parler d'un bourgeois qui s'attaque à un ordre, le bourgeois, le fils du bourgeois qui veut devenir ou qui joue au révolutionnaire. Un bourgeois n'a pas fondamentalement intérêt à bouleverser un ordre s'il lui est favorable. Donc qu'est-ce que fait le rejetant du bourgeois? Est-ce qu'il cherche à obtenir plus? Est-ce qu'il cherche à se débarrasser d'un associé ou d'un compétiteur, voilà, peut-être un peu trop gourmand, voici, donc est-ce qu'il essaierait pas de se substituer, finalement de prendre en main finalement tout l'espace économique et tout l'espace politique, voilà, donc refuser de partager
j'en sais rien. En tout cas, le fils du bourgeois, il a dans une sorte de suicide social un acte illogique. Voilà. Donc, mais c'est une sorte d'évolution, quelque part une évolution prévisible, puisque le bourgeois, le fils du bourgeois, ou la fille du bourgeois, vont tenter à un moment donné malgré tout, ils ont besoin de marquer leur époque. Donc, ils s'inscrivent dans une tradition, mais en même temps, ils rompent avec cette tradition. Donc, il faut contrôler il faut essayer de prévoir ces ruptures. Ne pas les rejeter totalement, mais essayer de les utiliser à son propre profit. Donc, il y a là une énergie, une sorte un potentiel, voilà, une puissance, qui ne demande qu'à être utilisée. Comment utiliser cette énergie de gens qui prétendent vouloir finalement vous régler votre compte. Ils sont en fait des alliés. Ils ne le savent pas, mais ce sont des alliés quelque part objectifs. Il faut juste les intégrer. Les intégrer, évidemment, en mettant en place une sorte de mariage de raison, bien sûr. Donc, l'écriture de la survie, déjà, le problème de l'écriture, il faut savoir écrire. Donc, déjà, le problème, il faut savoir oraliser. Il faut avoir le moyen, bien entendu. Donc, là, je ne veux pas développer ça parce que ça crée, encore une fois, un schisme entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Or, ma thèse, elle est tout autre. Tout le monde sait. Tout le monde sait. À partir du moment où on est un humain, on est dans une société humaine, on est par essence un savant, un sachant. Dès que on sait tenir conversation, on sait interagir avec l'autre, on est un sachant. C'est à partir de là, tout est dit. Il n'y a pas besoin de créer encore une frontière entre ceux qui ont été instruits dans quoi? Bien entendu, là, si sortir de la problématique sociologique ou sociale pour être dans une problématique plus vaste, simplement l'enfermement, il est bien entendu divers et presque protéiforme. Il y a plusieurs types d'enfermement. Il peut y avoir un enfermement à l'intérieur de l'enfermement, et on peut quelquefois penser que l'on n'est pas dans l'enfermement. En fait, on est déjà dans l'enfermement. Une langue, ça vous enferme. Un statut social, ça vous enferme. Une histoire, ça vous enferme. Un parcours de vie, ça vous enferme. Et vous êtes enfermé de toutes parts. Alors l'écriture de la parole, l'écriture verbale de survie, finalement, quand le réel semble vouloir vous ôter toute possibilité toute possibilité de toute possibilité de contrôle ou de maîtrise. Vous n'avez pas la maîtrise. Et tout se passe comme si vous avez été rendu à une dimension extraordinairement minime. Vous subissez les conséquences de phénomènes
En fait, vous êtes victime, mais vous êtes une victime qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de poids, qui ne pèse pas. Une victime, presque on pourrait dire collatérale de quelque chose qui se passe, d'un processus au-delà de votre capacité de compréhension. Exact. C'est possible que ça soit ça, c'est possible que ce soit autre chose. En tout cas, simplement, l'enfermement, alors, l'enfermement, c'est être enfermé derrière des volets qui vous protègent de l'intrusion de l'autre d'une certaine façon, qui vous donne un certain rapport de, comment dire, voilà qu'on revient dans une sorte de fétalité presque pathologique. Il y a là une sorte de recroquevillement sur soi-même qui n'a rien qui ne peut déboucher que sur plus de besoins alors qu'en fait vous savez que vous avez l'envie, votre envie la plus évidente, c'est d'être dans l'espace, c'est d'être dans le vide presque, l'espace vide, l'espace ouvert, et vous êtes là dans un espace évidemment non seulement il est étroit, mais en plus vous le rendez encore plus étroit et encore plus par le fait de fermer toute ouverture, condamner toute ouverture sur l'extérieur. L'extérieur ne pénétrera jamais. L'extérieur se tient à l'extérieur, justement. Il ne veut pas participer il ne veut pas participer, voilà, il vous regarde de loin. Peut-être qu'il vous suit un peu, il prend des notes, il fait des observations, mais en fait, c'est un observateur vraiment très, très distant. Même si il est à quelques centimètres, ou à quelques mètres. Et quelquefois, la personne, elle est proche de vous, à vol d'oiseau, voilà, c'est quelques mètres. C'est 7 mètres, maximum 7 mètres. C'est pas grand chose. Voilà, cette proximité qui ne signifie rien, cette proximité spatiale, mais qu'en fait, ne peut pas supprimer la distance sociale et la distance je sais pas, toutes sortes de distances. Donc, écriture, à un moment, quand vous êtes privé de la parole, dans une prison physique, vous entendez, quelquefois, soit vous avez un compagnon, donc vous pouvez échanger, soit il y a un moment où vous pouvez parler. Si vous n'êtes pas dans un cachot, etc., si vous n'êtes pas à l'isolement total, mais là, je n'ai personne. Personne, bien sûr, je suis entouré de gens. Je pourrais aider quelqu'un de l'extérieur. Je pourrais appeler. Je pourrais envoyer des messages. Le problème est que je ne peux contacter. Si je contacte, je vais de nouveau être confronté à ma réalité. C'est que je n'existe pas.
c'est que je n'ai plus de réalité, je n'ai plus de matérialité. Et même, donc la personne va agir selon selon cela, il va me dire de nouveau, n'oublie pas que tu es un fantôme, un vestige, reste dans ta situation de vestige. Ne viens pas perturber notre vie de gens réels, de gens qui sont dans l'interaction, dans toutes sortes de processus. Toi, tu es hors processus vital. Tu es dans un processus, allez dire, de dissolution. Alors tais-toi et laisse-toi dissoudre. Laisse-toi dissoudre. Voici donc un terme intéressant, la dissolution. La matière dont on est composé, on la voit se dissoudre. On l'entend se dissoudre. On voit que nos fluides sont en train de s'en aller. Voilà. Chaque pas nous coûte, chaque instant nous coûte. Voilà, l'écriture de la survie est presque une sorte d'acte ultime, inutile fondamentalement. Mais on veut laisser une trace. Je sais pas à quoi ça répond. Je veux laisser un témoignage pour la postérité, simplement. Mais la postérité, comme l'éternité, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça peut changer pour toi si jamais la postérité s'intéresserait à ton nom, si jamais la postérité fait de toi l'exemple? Qu'est-ce que ça peut changer pour toi? On sait rien, les gens mis à l'honneur au Panthéon sont conduits, sont disposés dans des petits cercueils. On ramasse ce qui reste d'eux, quelques os, évidemment. C'est pathétique. Donc, on va quoi? On va prendre vos os et on va les mettre dans un lieu. Qu'est-ce que ça change pour des os qui soient dans un lieu consacré ou dans un lieu totalement ordinaire? Ça change rien. C'est ça le problème. Donc, cette écriture de résistance, comment dire, résistance à cœur et à corps perdu, résistance ultime, l'acte de résistance, l'acte un peu de défi, l'acte de... il y a eu un temps où la capacité, où la volonté de faire face était là, et puis voilà, on a été vaincu. On a été vaincu parce que les forces en face étaient plus fortes, étaient plus, comment dire, étaient plus nombreuses, étaient mieux armées, avaient la maîtrise du terrain, avaient la maîtrise donc voilà, la défaite, elle était inscrite dans l'ordre des choses, l'ordre cosmique des choses. Donc il n'y a pas, on peut pas contester un ordre, on peut pas contester un destin, on peut pas contester la prédestination, voilà, pour parler plus justement. Donc oui, inscrit ce destin. Ce destin est inscrit dans les gènes, est inscrit dans
dans le moment historique, est inscrit dans cette réalité qui n'est pas qu'une réalité personnelle, mais une réalité collective. Aussi donc écriture de la survie au milieu carcéral. C'est drôle, ce milieu carcéral particulier. Il est assez perturbant. On a l'illusion d'un monde. On regarde les gens aller venir et on a l'impression qu'il suffit d'aller vers quelqu'un, de lui taper sur l'épaule et puis pour qu'il se retourne. Non, ces corps-là ne sont pas réels. Ces gens-là ne sont pas là en fait. Vous avez accès à une sorte de scène, à une sorte de spectacle, mais interdit de toucher, interdit d'approcher quelque part. Et puis l'autre à côté, lui, il a sa propre scène et on offre à chacun la chose qui est censée atténuer comment on dit, atténuer sa condition d'incarcéré. Voilà, c'est donc là cette carcéralité très spéciale. Vous pouvez bouger, mais vous avez des tonnes et des tonnes de boulets. Vous êtes ralenti par des tas de choses. Ralenti parce que, t'as un accent. Ralenti parce que tu viens d'ailleurs. Ralenti parce que je te fais pas confiance. Ralenti parce que tu n'es pas franc du collier. Ralenti parce que je t'aime pas. Ralenti parce que tu es un faible. Ralenti parce que tu es toi. Et je t'aime pas. Fondamentalement, je t'aime pas. Et puis, je t'aime pas. Et j'ai pas à donner d'explication à des choses qui ralentissent. Stop! Stop, n'approche pas, surtout pas. Distance, distance. Distance de sécurité. Oh là, distance, n'approche pas. Ne viens pas. Sois pas trop proche. Sois pas familier, ne crois pas, surtout, ne crois pas que t'as le droit. T'as pas le droit. T'as jamais le droit. T'auras jamais le droit. Voici, t'auras jamais le droit de venir jusqu'à moi, jusqu'à me toucher, jusqu'à me sentir. Non. Tant que moi je te dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui. Si je peux dire oui, mais pour un temps. Oui, tu viens, t'as droit à 5 minutes, 4 minutes. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop! Terminez les 4 minutes. Allez, retire-toi. Retire-toi et reviens. Retourne à ta niche. Voici, chien! T'es qu'un chien. Qu'on nourrit pas. Un chien, regarde-toi. T'es qu'une bête. Voici donc les boulets qu'on traîne, les boulets. L'autre, la déconsidération. Quand vous avez, vous ne pouvez pas à un moment donné espérer obtenir le statut d'un prisonnier, le statut d'un opprimé. Non! Il n'y a pas ce genre de statut est réservé à la noblesse, à l'élite des opprimés. Voilà, c'est réservé à une autre catégorie d'opprimés. Ceux-là, oui, ils ont le droit, bien sûr. Et on peut même les médailler, on peut, à un moment, leur rendre hommage à leur résistance. Là, ces gens-là, c'est une aristocratie, c'est vraiment, alors c'est l'ordre
et c'est duc, et c'est comte, et c'est... Ah, évidemment, le duc est plus... Alors, c'est des gens importants. Il faut en parler avec beaucoup de révérence. Hein, comment fait la révérence à un ancien prisonnier politique? Ah, il y a tout un protocole. Monsieur l'ancien prisonnier politique, auriez-vous un petit moment pour moi qui ne suis qu'un prisonnier de droit commun, de droit social? Je suis moi aussi un prisonnier, mais je ne peux prétendre à votre qualité, je ne peux me comparer à vous. Jamais ne me viendrait à l'esprit de tenter de lier nos destins. Vous avez un destin extraordinaire. Moi, j'ai un destin des plus. Voici donc, et à rien. Et les livres d'histoire, et les gens qui écrivent, et les gens qui narrent, et les gens qui citent, jamais ils ne s'intéresseront à vous, le petit être insignifiant, enfermé dans quelques mètres carrés depuis, on ne sait plus depuis combien de temps, enfermé depuis longtemps, très longtemps. Et en plus, il doit se sentir, il doit avoir de la reconnaissance pour ses geôliers. Ah, quand même, il faut pas oublier qu'il bénéficie d'un traitement spécial. On lui permet des tas de choses. Donc il faut qu'il soit reconnaissant. Alors, évidemment, on lui permet de respirer de l'air, de voir le soleil, quelquefois. De l'air, il peut, je sais pas, 3 minutes par jour d'air. C'est suffisant, non? Et on lui permet même, quelquefois, de voir la lune, la pleine lune. Ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de coucher de soleil. Ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu des ciels étoilés. Ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en bord de mer, qu'il n'a pas senti l'océan, qu'il n'a pas marché sur les galets. On s'en fiche. Nous, on lui offre un peu, quand même, un peu de changement, un peu d'enrichissement. Il a le droit de regarder dehors. 4 minutes par jour, c'est largement suffisant. Et après, il faut qu'il arrête tout. Voilà, 4 minutes par jour. Pas plus, ni moins ni plus. Ah, ça ressemble à quoi? Un coucher de soleil, un lever de soleil, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, une aube? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, en vrai? Une tempête. Des vagues qui semblent vouloir monter à l'assaut des maisons qui étaient autrefois ma maison. Oui, j'avais une maison au bord de l'eau et je pouvais entendre la tempête, je pouvais sentir la force de cette furie. Ah, la tempête, quand elle claque à vos oreilles, paf! Et paf!
Et blaf! Ça n'arrête pas. Et voici que plus rien, comme si le monde avait cessé. Oui. Raconte-moi le dehors. Raconte-moi l'extérieur. Est-ce qu'il y a encore des tempêtes au bord de l'eau? Est-ce que le ciel est encore étoilé? Est-ce qu'il est encore très décoré comme ça, très plein? Oui, la Voie lactée, oui, la Voie lactée, oui, il y a pas longtemps, j'ai vu la Voie lactée. Ah, elle est splendide, mais je peux pas t'en parler. Je peux pas t'en parler parce que ça se raconte pas. À la Voie lactée, à la Voie lactée, ça m'a tué quand je l'ai vu, quand j'en ai pris conscience. Ça m'a tué. Le ciel m'a tué. Le ciel m'a rendu totalement insignifiant. Le ciel est là, est toujours là, est toujours aussi dominant, aussi oppressant presque, ciel qui ne parle pas, qui ne raconte rien, mais qui se laisse regarder, laisse presque approcher. Je compte les étoiles, 2, 7, 8, 9, attention. Mais comment me placer pour compter les étoiles? Et dois-je compter les étoiles selon leur brillance, selon comment? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de compter les étoiles. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de diviser le ciel. Juste le temps de compter. Je compte 7 parties, puis je passe à l'autre. Le ciel est une chose qu'il ne faut pas chercher, à comprendre le moins du monde. Voici que je suis réduit à vivre sur des impressions, des ressentis. Voici les vestiges de choses. Comme la lumière des étoiles mortes depuis des milliards d'années, et que je perçois, moi, à mon époque, ainsi que je vis sur des choses qui sont mortes il y a une éternité. J'ai vu le ciel il y a très longtemps, il y a une infinité, et j'ai vu un coucher de soleil, il y a une infinité. J'ai entendu chanter le coq, et j'ai vu une fleur dans les champs, et j'ai vu un oiseau planer en chantant, et j'ai vu un fruit diffuser ses parfums envoûtants, et j'ai vu une figue. Il y a longtemps que j'ai vu une figue, il y a longtemps que j'ai vu une olive accrochée à son arbre, accrochée à sa branche. J'ai vu la figue, j'ai vu l'olive. Il y a longtemps, depuis combien de temps je ne sais pas. Il y a longtemps en tout cas, très 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 longtemps. Il y a longtemps. J'ai eu une mère, j'ai eu un père, il y a longtemps. Il y a longtemps, je regarde encore. J'ai encore le regard dans les yeux. Mais il y a longtemps que je n'ai plus de père, il y a longtemps que je n'ai plus de mère, il y a plus longtemps que je n'ai plus
que je n'ai plus de nouveaux souvenirs. Je vis sur quelque chose qui a cessé d'exister depuis longtemps. Je me nourris des restes. Je me nourris des restes et des restes et des restes. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Un jour, j'aurai plus rien. Donc, simplement, alors, un bout de ciel, quelques étoiles. Si vous ne pouvez pas, peignez-les, ces étoiles. Faites-moi cette faveur. Peignez des étoiles, juste devant ma fenêtre, pour que j'ai, pour la dernière fois, une vision de ce ciel perçu il y a. Alors, faites déplacer le soleil. Abattez ces murs. Ou alors, dessinez un soleil. Dessinez un soleil d'été, un soleil d'hiver, un soleil de printemps. Oui, voyez ce mur. Dessinez quelque chose sur ce mur. Ce mur que j'ai toujours vu en face. Ce mur qui ne m'a jamais parlé, qui m'a jamais rien raconté. Et pourtant on dit que les murs, ils conservent, ils captent les choses. Mais moi je n'ai rien perçu. Il faut croire que les murs, ils enferment, mais ne libèrent jamais. Et toute ma vie, je l'aurais passé face à un mur. Face à un mur, à des murs intérieurs et des murs extérieurs. Autour de moi, on a construit des murs. On m'a emmuré. On m'a emmuré vivant. On m'a emmuré depuis longtemps. C'est vrai. On continue de me jeter quelques morceaux de pain. Emmuré, mais maintenu vivant. Emmuré. Pour servir, je ne sais qu'à qui. Peut-être de leçons. Pour régaler quelqu'un, pour amuser quelqu'un. C'est même pas sûr. Emmuré, non pas volontaire, évidemment, emmuré, de fait. C'est ça, la condition. Alors, des murs, comment peut-on vaincre les murs? Comment peut-on abattre les murs qui sont imbattables? Les murs sont faits pour tenir. Ah, les murs sont protégés par toutes sortes de lois et de dispositifs. Attention, ne touchez pas aux murs. Surtout, n'agressez pas les murs. Surtout, ne faites point offense aux murs. Je viens juste d'inscrire un mot. Mur, pourquoi es-tu là? Et de suite, je suis mis en détention. Pourquoi? Pourquoi je me suis permis d'interpeller ce mur? Oui, voilà, il ne faut pas attenter au mur. Pourquoi es-tu là, mur? Pourquoi? Pourquoi tu me fais face sans jamais
me prendre en pitié. T'as pas honte. T'as pas honte d'être aussi indifférent, aussi ailleurs. La lumière et l'ombre, l'obscurité. Réelle est l'obscurité, comme on dit, la température réelle est la température ressentie. Oui, l'obscurité ressentie, elle est permanente, elle est profonde, elle est, en termes de l'époque, elle est létale, elle est létalante. Voilà, on sent que peu à peu, notre réalité est en train de muer, de se muer, de muter en quelque chose. Mais c'est une mue qui signifie disparition, transformation. Je vais me muer en un être silencieux, un être invisible, un être transparent, un être inconsistant. Je perds jusqu'à la sensation de ma permanence. Je suis frappé par une sorte d'instabilité dans la perception. Je me perçois et l'instant d'après, je me désaperçois. Je fais face à la succession de phases de visibilité, de phases d'occultation, de phases de présence et de phases d'absence. Je passe d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Et chaque passage me coûte. Chaque passage m'enlève quelque chose. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste après que tout s'en est allé? Qu'est-ce qui reste contre toi? Quand toi tu m'as signifié ton retrait et solde de tout compte, notre relation s'est arrêtée, notre contrat a été rompu, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Tu m'as exclu, toi et toi et toi. Pourquoi faire? Il n'y a plus rien entre nous. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu quelque chose auparavant? J'ai cessé de penser à toi. J'ai cessé de tenir à toi. J'ai cessé de te considérer comme faisant partie de moi. Partout où tu étais, je t'ai supprimé. J'ai effacé. Tu peux le vérifier.
il n'y a plus de trace de toi. Alors, et je n'ai rien fait. C'était pas contre toi. C'était la fin de notre association, la fin de notre coopération. Oui. Alors, écriture de la survie en milieu hostile. Une hostilité ontologique, une hostilité fondamentale, une hostilité de tous les instants, une hostilité déclarée, assumée, affirmée, réaffirmée, tenue pour vérité, tenue pour dogme, tenue pour assise, tenue pour perspective, tenue pour salutaire. Mon salut réside dans ton excommunion. Tu es un excommunié. Je ne veux point de toi. Il y va de ma vérité, il y va de la survie. Il y va de la survie de ma vérité. Voici comment disparaissent les êtres réduits au silence, comment ce processus d'épuration se déroule. On est pur, on purifie un espace, on purifie une classe, on purifie un genre, on purifie une culture, on purifie un air. Les maintenus en détention symbolique, pour lesquels il n'y a pas d'allègement de peine, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas de grâce. On ne peut rien attendre. Il faut considérer que la chose est entendue, qu'il n'y a pas de salut. Peut-être pas de salut en ce monde, mais peut-être que j'aurai droit au salut éternel. Peut-être que là, on me fera un autre accueil. Peut-être que là, je ne serai pas considéré ou déconsidéré de par ce que je peux représenter dans la tête ou dans la perception de l'autre. Peut-être qu'on me jugera sur autre chose, sur une qualité que j'ai. Peut-être qu'on découvrira que je mérite d'être sauvé et d'être bien traité. Sauvé. Alors il faut attendre la fin des temps pour que viennent les temps infinis, les temps de l'éternité. Il faut attendre l'heure du jugement dernier, à chacun selon ses mérites, à chacun selon sa foi, à chacun ce qu'il est réellement, chacun selon le jugement dernier et long à venir. Il va falloir attendre
des centaines, des milliers, voire des millions d'années pour espérer être sauvé, pour espérer une autre existence, pour espérer une belle renaissance. Donc, voici ce travail qui a été fait en cet après-midi de la journée du samedi 16 mai. Donc, à partir d'une sorte de paraphrase d'un article dans le monde diplomatique qui, évidemment, qui présente un livre écrit qui s'intitule « Écriture de la survie en milieu carcéral, anthropologie, autobiographie de prisonniers politiques des années de plomb au Maroc ». Donc j'ai transféré cela et pour parler de ma condition à moi. Donc ça a été long, un peu long pour arriver à 1 heure, mais voilà, donc il a fallu faire un peu se forcer un peu pour arriver à 1 heure. Après voilà, donc c'est bon. J'arrête là et donc